Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il y a un débrief de la tech riche ce soir avec cette panne AWS qui nous a fait un petit peu trembler, en tout cas qui nous a un peu énervé ce matin parce qu'il y a pas mal de sites qui étaient inaccessibles. Je vous l'ai dit, on va parler de la French Tech, mais on aura d'autres sujets aussi. On va beaucoup parler des processeurs aussi parce que, l'un de nos débriefeurs rentre du Japon et va nous dire un petit peu ce qui se passe là-bas. Et on voit que ça bouge aux États-Unis et en Europe, le Chips Act, il a un peu du plomb dans l'aile. On va en parler avec nos débriefeurs. Je vous les présente tout de suite. Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Christophe, merci d'être avec nous, ancien président de Microsoft Asie du Sud-Est et de Microsoft France, auteur du livre Le jour où j'ai quitté Bill Gates. C'est bien ça? Absolument. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Oui, il a très bien marché sur un public finalement plus large qu'attendu. Et qui explique un peu quand on quitte une grande entreprise, voilà, et qu'on se lance à son compte, qu'on va conseiller des entreprises, voilà un peu. Je donne des clés pour se réinventer en dehors de la grande entreprise, dans le monde entrepreneurial, et il faut s'y préparer le plus tôt possible. Voilà, et bien en tout cas, voilà, à lire, à avoir sur sa table de chevet. Avec nous également André Le Scruc-Pétry. Bonsoir André. Bonsoir Frédéric. Qui vantait la température à Ajaccio. Oui, il fait 24 là-bas. Ici à Paris, on est un peu plus. Et la prochaine Silicon Valley. Soit la prochaine, pour l'installer là-bas. Président et directeur scientifique de Joint European Disruptive Initiative, JEDI, donc qui pousse tous ces projets d'innovation, de rupture sur l'IA, sur la deep tech, sur beaucoup de sujets. Et justement, je parlais d'un de nos débriefeurs qui est rendu du Japon. C'est toi qui es rendu du Japon. Et il y a un certain dynamisme qu'on a du mal à retrouver ici. Mais justement, on va essayer de vous le donner ici lors de cette émission sur ce plateau. Et avec nous, Damien Douani. Bonsoir Damien. Bonsoir Fred. Merci d'être avec nous, responsable de l'innovation de l'école narrative avec 2i, fondateur du cabinet Topos. Donc voilà, pour nous toujours se former autour de l'IA. Messieurs, parlons de cette panne AWS ce matin. Alors on a plein de sites, Fortnite, Amazon, enfin même des sites Amazon, Prime Video, Snapchat, enfin voilà, il y a une litanie de sites qui étaient bloqués, mais en plus, quand on était dessus, on le disait avant la prise d'antenne, Christophe, ça tournait vraiment dans le vide. C'était même pas le site qui est bloqué sur une page, ça retournait dans le vide et comme ça pendant des heures. Alors Amazon donne toutes les indications sur son site, enfin sur une partie de son site. Ils disent voilà, c'est un sous-système interne installé en Virginie du Nord qui ne fonctionnait plus. En fait, c'est le cerveau de ce qui fait la répartition de charges réseau. Voilà, si je veux résumer. Donc, ce cerveau-là, il était plus capable de dire tiens, ce lien est surchargé, donc je vais rediriger le trafic vers un autre lien. Voilà, il ne comprenait plus ce qui se passait. Donc, du coup, les liens, et après, c'est une chute en cascade. Tous les sites sont tombés les uns après les autres. Alors, on peut s'étonner un peu de ce manque de redondance. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut... Tes premières réflexions, Christophe? S'étonner effectivement, parce que le principe du cloud, c'est d'avoir des data centers répartis et d'avoir des technologies de failover et de redondance qui permettent de pouvoir basculer en cas de problème. Et donc moi, je l'ai constaté aussi parce que j'utilise Perplexity comme moteur de recherche et ce matin, ça ne fonctionnait pas, mais c'était complètement planté en boucle et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'il y avait effectivement un problème. Donc ça affectait quand même très massivement des sites dans le monde entier. Un tiers du trafic mondial. Donc, et là, on parle des sites les plus connus, mais j'imagine que dans les entreprises aussi. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ces systèmes de failover ou en tout cas de basculement en cas de problème, de redondance, fonctionne au sein d'une même région AWS. En l'occurrence, c'est une région du nord-est des États-Unis, puisque le data center une des plus anciennes, d'ailleurs. En Virginie, une historique, mais que en fait, les phénomènes d'activation à travers les différentes régions coûtent en fait cher et que les clients ne les activent pas forcément. André. Alors moi, j'étais plutôt content puisqu'il y avait également Brawl Stars qui était un peu en rade et comme mon fils est en vacances en ce moment, il a un petit peu moins joué à ça, donc c'était parfait. Mais non, ce qui est quand même, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ce fameux serveur qui s'appelle US East One, finalement on se rend compte que ce fameux load balancing dont tu parlais, cette capacité, en fait c'est une des grandes forces des hyperscalers parce que ça leur permet en temps réel de balancer le processing mais aussi la consommation énergétique, là où l'énergie est la moins chère, là où on a besoin le plus de puissance de calcul en temps réel. En fait, c'est ce sujet-là qui aujourd'hui a été mis en défaut. Effectivement, et Christophe a totalement raison, on peut se poser la question pourquoi il n'y a pas eu de redondance. Et quand on regarde un peu les explications techniques, il paraît qu'un des sujets qui a justement posé problème, c'est quelque chose d'aussi bête que les DNS, c'est-à-dire les adresses en fait IP. En fait. Donc on se rend compte que même un géant
comme Amazon, sur lequel un tiers d'Internet repose, quelque part. Finalement, n'est pas à l'abri de choix techniques qui, à la fin, sont quand même encore des choix faits par des humains. Donc, c'est plutôt rassurant quelque part, malgré la technique, c'est que ça veut dire que personne n'est immortel. Donc ça devrait, en tant qu'Européens, nous poser la question, est-ce qu'il y a finalement quelque chose à faire dans ce contexte-là? Évidemment, c'est un appel à un tout petit peu plus de souveraineté sur nos sujets critiques, et pas juste pour des questions. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent il faut la souveraineté parce que c'est bien, parce que c'est français ou européen. Il faut la souveraineté parce qu'aujourd'hui, il y a un coût à la défaillance et il y a un coût et il y a un prix à la résilience. La vraie question, c'est qu'on ne sait jamais pricer combien ça coûte d'avoir une demi-journée ou une faillite comme ça. Probablement peu aujourd'hui, mais si c'est sur des sujets vraiment critiques qui peuvent, typiquement des sujets de défense, tu peux le chiffrer. On peut aujourd'hui chiffrer. L'année dernière, le plantage, tu te rappelles, le CloudStrike, voilà, parce que mise à jour d'un petit module, qui a, oui, je me rappelle très bien, au mois de juillet, effectivement. J'étais en vacances en Corse d'ailleurs, quand on m'a appelé pour me dire, ah tiens, ça marche pas. Juste avant le début des Jeux Olympiques. C'est ça. Et donc il y avait des questions d'ailleurs, est-ce que c'est du piratage ou autre? Non, c'était la mise à jour d'un petit module, on va dire, de sécurité qui a planté et qui a fait s'effondrer l'architecture globale. Ça a quand même planté pendant plus de 48 heures. Ça a, par exemple, au niveau des avions, ça a bloqué 7000 vols aux États-Unis, 1 million de gens qui étaient dans les aéroports et plus d'autres services, 4,8 milliards quand même de dollars donc, de perdus. Donc on peut effectivement le chiffrer, c'est énorme aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, c'est, tu le disais, ça pose une question de stratégie multi-cloud. Autrement dit, on peut se reposer sur un grand acteur, mais il faut avoir la possibilité éventuellement de débrayer si jamais ça plante, parce que même les plus grands peuvent planter. Mais il devrait être la bonne stratégie de souveraineté, c'est pas de dire il faut soit un Américain, soit un Européen, c'est qu'il faut probablement à chaque fois avoir un double, comme pendant très longtemps les avions avaient systématiquement une double paire de moteurs. Un système de double. Alors ce qui n'est plus le cas sur le 350, maintenant il n'y a plus qu'un modèle, donc c'est intéressant, on a considéré qu'à un moment ça devenait très fiable, mais sur le cloud, je pense que ça c'est un bon rappel qu'il faut avoir pour nos applications critiques un double provider. J'ai lu qu'une heure de panne d'Amazon, c'était l'estimation, alors dans ces ports, c'est de l'ordre du milliard de dollars de pertes de business pour les acteurs qui sont par heure. Parce qu'Amazon, non pas qu'ils se dédouanent de cette erreur, mais ils disent en fait c'est des clients aussi qui n'ont pas pris il y a des Netflix, il y a des banques, il y a certains secteurs publics. Maintenant, non, ils se dédouanent pas. Ils disent c'est bien de leur faute, peut-être une erreur humaine, pas sans doute pas un acte de piratage, mais ça veut quand même dire qu'à l'heure où on entend des centaines de milliards dépensés dans l'IA, on s'est dit quand même, quand tu es dans l'infrastructure, tu dis non, là, un dollar est un dollar, et là on contrôle bien ses coûts. Tu mégotes un peu, effectivement. Tu te dis le pourcentage que ça arrive versus le coût que ça peut me coûter, jusqu'au jour où ça arrive. Mais on mesure quand même la dépendance effectivement qu'on a. Et ce que dit André est tout à fait juste, c'est qu'on se dit aujourd'hui, oui, il y a une panne, mais si demain quelqu'un, de façon intentionnée, décidait de couper l'accès à ces grands acteurs du cloud, à des pays en Europe, on serait bien ennuyé. Ça, c'est un vrai point. Et puis, ça s'immisce à des points, à des éléments auxquels on ne pense pas. Moi, je ne l'ai pas appris par le fait que je n'arrivais pas à accéder à Brawl Stars ou à Perplexity. J'ai reçu un message de mon système d'alarme anti-incendie qui m'a dit « ça ne marche plus ». Pourquoi ça ne marche plus, je ne comprends pas. Et en fait, simplement parce que derrière, l'infra c'est tellement sur de la AWS. Donc, malgré le fait que c'était chez moi, beaucoup d'objets connectés sont mis à se déconnecter. Donc, ça va aller jusqu'à ce type de détail-là. Alors, on n'est pas sur les grandes entreprises, mais pour l'individu qui se dit « ouais, moi, ça ne me concerne pas ». Si, ça peut aller jusqu'à ce degré-là. Et c'est ça qui est assez troublant. Parce que tu te dis « finalement, je l'ai installé chez moi ». Mais non, ça ne marche plus parce que derrière, le routeur n'est plus connecté à... Est-ce que les vitres du Louvre, l'alarme du Louvre n'était pas... Est-ce que l'alarme du Louvre était connectée à l'AWS? On ne le sait pas. On ne sait pas. Allez, peut-être un tout petit point. Oui, pardon, il y a aussi Signal qui était affecté, la fameuse... donc ça, c'est quand même incroyable, puisque Signal, qui est considéré comme une messagerie justement alternative, réellement cryptée, qui a un petit peu la solution on va dire, préférée, notamment pour les Européens, s'ils veulent vraiment sortir de... même Signal est dépendant d'AWS. Pour moi, c'est quand même un petit signal d'alerte. Elon Musk ne s'est pas privé de railler Amazon et Signal d'ailleurs.
Alors, autre sujet aussi qui concerne le trafic Internet mondial, c'est Wikipédia. Hein. Vous connaissez évidemment cette encyclopédie sur Internet qui a remplacé notre Universalis de nos jeunesses là, avec nos 20... Ou la Larousse. Hein. Moi, chez moi, j'ai un vieux, les vieux trucs Larousse. Là, ils sont en 20 volumes. Regarde-le, si c'est AWS Plante, peut-être que ça peut être pas mal d'y accéder. Baisse du trafic Wikipédia. Alors, c'est entre moins 6 et moins 8%. Ça paraît petit, mais c'est quand même un signal, hein, Damien. Voilà, c'est parce qu'on utilise plus d'IA. Enfin, comment il faut analyser ça? Parce que tu as une bascule des usages. C'est assez intéressant. Tu parlais d'encyclopédie Universalis il y a quelques instants. Wikipédia a mis à la benne des tonnes d'encyclopédies papier. Et Wikipédia, aujourd'hui, à mon sens, est pas dans la même situation, mais quasiment. C'est autrement dit, un produit qui était révolutionnaire à l'époque, utopique, une encyclopédie collective. C'est l'utopie du web, quoi. Et c'est extraordinaire, ça fonctionne, c'est génial. Mais nécessité de se réinventer. Et en face de ça, des outils d'IA qui intègrent de plus en plus de l'information, la synthétisent, on tape une question, on a une réponse, bonne ou mauvaise, mais on a une réponse. Et il y a toute cette question-là. Et plus le fait que les réseaux sociaux, et c'est pas une nouveauté, parce que même si, Wikimedia, qui est derrière Wikipédia, dit oui, alors les gens s'interrogent, s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est une tendance lourde depuis des années. J'ai regardé les chiffres. En 2023, déjà, il y avait le Reuters Institute qui disait qu'un tiers des Français s'informaient sur les réseaux sociaux. En Thaïlande, c'était 75%. Donc ça ne fait qu'augmenter. On rajoute par-dessus ça une couche de synthétisation de l'information avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, Wikipédia est dans un corner, quoi. Et donc là, c'est vraiment... Donc, au-delà de ce côté Wikipédia du service en tant que tel, ce qu'il faut s'inquiéter, selon toi, c'est notre consommation des médias. Enfin, des médias d'information. Oui, ça ne fait que refléter l'évolution de la consommation des médias et de la recherche d'informations qui, aujourd'hui, se fait de plus en plus, on va dire, sur mesure, immédiate. Et c'est vrai que l'IA rend parfaitement service, plus les algos des réseaux sociaux. Oui, Christophe. Oui. Je t'en prie. Moi je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet. Alors déjà, le trafic en baisse, j'ai regardé un peu plus en détail, c'est le trafic humain. Oui. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Wikipédia a été un des plus grands contributeurs de l'entraînement des grands modèles de langage. Donc en fait, aujourd'hui, comme le disait Damien, cette espèce d'universalité de la connaissance a été massivement utilisée. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs ne vont pas pour aller voir qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, hein, d'après les petits schémas qui sont derrière nous, mais ils vont répondre à des questions. Donc en fait, au lieu de passer par la case Wikipédia, maintenant de plus en plus, puisque ce savoir est inclus dans les modèles de langage, on va directement. Donc c'est quelque part compréhensif. La deuxième bonne nouvelle, c'est que, rappelez-vous, le business model, moi là pour le coup, je serai en léger désaccord. Je pense qu'au contraire, ça montre qu'aujourd'hui, sans cette data, les grands modèles auraient eu beaucoup de mal à s'entraîner sur ça. Donc ils vont avoir quand même, s'ils sont smart, et ils sont quand même smart, ils savent qu'ils ont besoin de ces données mis à jour en temps réel par des utilisateurs, etc. Et rappelez-vous, le business model, c'est pas un business case, c'est pas profit, c'est des dons. Et d'ailleurs, régulièrement, tous les utilisateurs de Wikipédia le savent, ils reçoivent un petit bandeau. Il n'y a que 1% des utilisateurs de Wikipédia qui donnent, et encore, et ça nous permet déjà de survivre. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'ils sont moins dépendants. Justement, ils n'ont pas un modèle de pub, ce qui a tué la presse classique, mais ils ont un modèle de don. Donc ça devient vraiment une espèce de... En anglais, on dit des commons, c'est-à-dire des biens communs. C'est un modèle de croyant qui retourne dans le système. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Google qui a changé un peu ses algorithmes et qui renvoie plutôt vers du contenu frais que vers du contenu Wikipédia aussi? Peut-être des petites choses aussi. C'est peut-être ce qui va les sauver. Il y a de plus en plus cette référence aux... Il y a peut-être ça, mais tu vois, on change, on ne va plus vers un moteur de recherche, on va vers un moteur qui nous donne des réponses. Et pour donner les réponses, il cherche, il les formule à travers ce qu'il a effectivement lu, ce qu'il peut aller chercher. Mais au global, il y a beaucoup moins de trafic de recherche. Je crois que c'est de l'ordre, en incluant le search, c'est moins 20% sur Wikipédia, au-delà des humains. Et c'est quelque chose qu'on voit sur tous les acteurs des médias qui ont une baisse de leurs revenus publicitaires, d'ailleurs, de moins 15 à moins 35% quand tu regardes les différents grands acteurs. Donc ça pose... Et ils fournissent quand même du contenu qui est utile. Donc la question, c'est comment tout ça va se monétiser. Et entre-temps, on pourrait se dire, ah bah oui, tiens, ça affecte Google, mais tu regardes le revenu advertising de Google, de Meta, ils sont en augmentation, plus 10, plus 20%, complètement à l'opposé. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes qui, en fait, arrivent à beaucoup plus monétiser le temps que passent les utilisateurs sur la plateforme. On pense que même grâce à l'IA, Facebook a augmenté le temps
de 5% le temps où tu es sur Facebook d'attention, alors que c'était en baisse depuis des années. Donc on voit très bien qu'avec l'IA et avec ces stratégies de plateforme où il y a différentes façons de toucher le client, ils arrivent à monétiser et à continuer à dévorer l'ensemble des budgets publicitaires mondiaux. Et puis c'est encore un winner takes all. Et puis je pense, moi je vois aussi plusieurs choses, ce qu'on a déjà dit, hein, la mort de Robert Redford, tu veux savoir, quels sont les films dans lesquels, fais-moi la liste des films, tu vas sur ChatGPT qui a donné, alors que Wikipédia, faut scroller, rechercher tout ça. Et puis je vois autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui on cherche beaucoup plus ça, la jeune génération, mais peu à peu on y est aussi, on cherche beaucoup plus du contenu vidéo. Alors justement, c'est intéressant parce que deux choses. D'abord, ce qu'on décrit et le symptôme de Wikipédia, c'est le zéro clic. C'est à terme, je ne vais plus sur le site, on me prémâche l'information, on me la donne et éventuellement à la fin j'y vais. C'est la crainte des médias aussi. Hein. Oui, complètement. Alors d'où le fait qu'aujourd'hui, même ChatGPT intègre des apps. En gros, c'est là on est quasiment au degré d'ingestion supérieur. Mais le fait est que, comme tu le dis, il y a un autre élément. Wikipédia qui est dans une logique militante, et avec une vision très pure, pas de business model publicitaire, etc. Et je respecte complètement ça, n'est pas allé sur les autres espaces. Autrement dit, Wikipédia, c'était Wikipédia. Et aujourd'hui, ils ont un plan qui s'appelle Future Audiences, donc les audiences futures, où en gros, ils essayent d'attraper justement cette audience qui est là depuis des années. Et ils se posent la question d'aller sur les réseaux sociaux. Ils se posent la question d'essayer de se dire comment on se diversifie, comment on sort la marque de son terrain de jeu. Robert Redford meurt, on va tout de suite poster des choses sur Instagram. Par exemple, venez voir, pour donner envie de revenir. Mais je trouve que c'est une démarche qui est tardive, qui est extrêmement tardive. Alors il y a de la latence, ils vont pas mourir du jour au lendemain. Mais quand même, ça démontre quand même qu'il y a une nécessité d'aller investir d'autres terrains, d'autres carrefours d'audience, parce qu'aujourd'hui, tout est en train de se déplacer. Moi, je reste un tout petit peu plus optimiste, parce que quand on voit l'évolution des médias, il y a quand même une vraie segmentation, mais c'est plutôt toi, Frédéric, le spécialiste que nous, mais en tout cas que moi. Et on voit quand même des médias qui ont réussi à se concentrer sur l'analyse, l'investigation, les grands médias, je ne vais pas les citer, mais les anglo-saxons, etc., qui ont aujourd'hui un modèle qui en fait marche plutôt pas mal du tout, certes dépendant un peu de pub, mais beaucoup de leurs abonnements. Et aussi leurs événements. Le New York Times, c'est tout ça. Le FT, le New York Times, The Economist, qui s'est jamais aussi bien porté en France Mediapart. Et les autres qui font, alors uniquement, on va dire, de recracher des dépêches, et là c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, la valeur. Et je pense que Wikipédia, notamment dans un contexte où il y aura de plus en plus sur les grands modèles de langage, de la vérité, mais aussi du remâché et de l'opinion, qui va tout se mélanger allègrement, des modèles qui vont s'entraîner sur eux-mêmes, où je pense qu'à un moment, il y aura une prime. Alors, ça ne sera pas le gros du marché, mais j'ose espérer que Wikipédia restera comme une espèce de référence d'une certaine connaissance universelle. En tout cas, on peut l'espérer. On va suivre ça de près. Tiens, un autre sujet, je voulais vous entendre là-dessus, c'est la French Tech qui alerte sur un risque de décrochage des startups. Alors c'est André qui dit ça. Après la fin de l'argent magique de la BCE, la fin des subventions de la French Tech. Alors effectivement, ce budget 2026 fait peur à beaucoup de monde dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la tech, même si on se dit qu'on devrait concentrer ce business. Aux États-Unis, c'est 1200 milliards, tout simplement, qu'on a mis sur la... Et s'il n'y avait pas ça, il sera en récession. Donc voilà, ça peut un peu nous faire réfléchir. Pour toi, André, c'est une opportunité peut-être de dire enfin, allons-y, ce qui doit marcher, c'est la rentabilité, c'est avoir une vraie R&D. Et ça va sans doute écrémer, malheureusement, mais ça va faire ressortir les meilleurs et on arrêtera même dans les subventions. Alors, je me suis pas fait que des amis, effectivement, mais ça fait quand même 1 ou 2 ans que je dis que cette espèce d'indicateur sur les licornes, alors qui est évidemment très excitant pour les politiques, pour les patrons de ces licornes, mais c'est pas du tout, c'est pas parce qu'on a levé de l'argent, oui, c'est une espèce de modulo d'une certaine forme de réussite, mais moi, je faisais le pari il y a 1 an que la plupart des licornes de 2023 ne l'étaient plus. Les 27 licornes françaises ne l'étaient plus en 2024 quand il y a eu une baisse des valorisations. Donc en fait, je pense qu'on est sur le mauvais indicateur. Et quand on a un mauvais indicateur de succès, le risque, c'est qu'on pousse des mauvaises choses. La deuxième chose, c'est que je pense que les subventions, et j'en suis absolument convaincu, elles doivent rester sur des sujets qui aujourd'hui ne sont pas investissables par le privé. Donner des subventions à des boîtes qui normalement pourraient trouver de l'argent auprès de capitaux risqueurs, il n'y a peut-être pas assez de capital risque
ce qui, lui, est dû au fait qu'on n'a pas ce marché unique européen qui crée ce potentiel à la hausse comme on a le risque à la baisse. Mais aujourd'hui, cette espèce de déversement de subventions, c'est un peu comme ce qu'on a vu, évidemment j'exagère un petit peu, comme ce qu'on a vu avec le quoi qu'il en coûte en 2021, où on a fait poursuivre des boîtes qui n'auraient jamais dû continuer, d'où cette espèce de chute, d'accélération des faillites. On a tous autour de nous des exemples de personnes qui ont dit, moi le Covid m'a sauvé pendant 2 ans. Donc la subvention, je pense qu'il faut que des boîtes soient rentables à terme, même sans subvention, mais par contre avec des levées de fonds, garder les subventions pour les vrais moonshots, les vrais sujets, les grands paris. Et troisième chose, il faut probablement qu'on ait vraiment beaucoup plus de compréhension auprès de ceux qui donnent à la fois du capital et des subventions. Est-ce qu'il y a une vraie différenciation technologique ? Et là, je pense aujourd'hui, beaucoup de licornes sont sur des innovations de business model, c'est très bien, mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la concurrence est telle que si vous n'avez pas des vrais trucs de R&D, c'est quand même difficile de parfois d'ailleurs, certaines sont rachetées par des grands groupes parce que ça leur fait un service en plus. Mais il n'y a pas vraiment cette rupture qu'on peut voir dans les biotech, dans les deep tech ou dans d'autres domaines. Je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire André. Je pense que l'autre élément, c'est que finalement, dans le budget, on ne sait pas trop s'il va au final y avoir un budget, mais il y a un sujet qui peut faire consensus contre lui, c'est la Startup Nation et la French Tech qui peut se prendre une balle perdue au passage. Malheureusement. Parce que c'est lié à cette image-là. Ceci dit, moi, je partage le point de vue d'André sur les subventions et le fait qu'elles devraient être réservées à des sujets deep tech, vraiment différenciateurs, et que ça, je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir, c'est bien d'avoir quelques incentives fiscaux, il faut qu'il y ait un cadre un peu plus réglé, mais au final, c'est quand même la qualité du projet et la capacité à générer une rentabilité et de se faire accompagner quand elle n'est pas là, la rentabilité, par du venture capital, et je pense qu'on devrait beaucoup plus inciter à ce qu'il y ait un écosystème de venture capital capable de bien accompagner les entreprises, et je pense que globalement sur l'early stage c'est le cas aujourd'hui, c'est moins le cas sur la deep tech, c'est-à-dire ces investissements massifs pendant des années avant que ça puisse porter ses fruits, c'est probablement moins le cas sur les fonds très très late stage, mais sur l'early stage aujourd'hui il y a l'offre en France, et donc il ne faut pas baser son business sur les subventions, c'est, je dirais, c'est une aubaine, c'est un effet d'aubaine. Ça améliore, c'est un petit plus, mais voilà. Puis moi, je suis persuadé aussi qu'il faudra un peu mieux. Je parlais de saupoudrage, mais on était avec André sur une conférence il y a quelques jours autour de l'armement, la défense, et se dire il faut choisir 4-5 secteurs et se dire on fonce dessus. Ne pas saupoudrer, la choisir. santé, ça, tu vois, il y a certains domaines, quand on entend les investissements là-dedans, on se dit oui, là où est l'avenir, Damien. Oui, tu disais, c'est un effet d'aubaine. Effectivement, quand on est habitué finalement à une sorte de l'argent magique, mais notamment de l'argent qui est là, effectivement, au bout d'un moment, c'est difficile de vraiment construire et d'avoir un modèle qui soit pérenne, qui fonctionne. Surtout qu'en Europe, on n'a pas la capacité d'avoir de l'investissement comme aux États-Unis, où il y a des boîtes qui ont mis 10 ans avant d'arriver à faire du chiffre. Amazon, hein. Et Amazon, OpenAI aujourd'hui encore, qui sont, ou même Uber, qui sont... J'ai appris juste avant-hier que Spotify, qui est dans sa 16e année, n'a été rentable qu'au bout de la 15e. Oui, c'est l'année dernière. Je crois que l'année dernière, premier trimestre dans le vert, ça devait être en 2023. Ils ont peut-être eu un petit passage, et 2024, ils étaient un peu plus. Et... Je pense qu'il y a quand même aussi une responsabilité des grands clients de ne pas, faire agoniser les startups à coup de proof of concept, de tests, de ci, de ça, et de temps en temps d'être un peu plus ambitieux et de prendre un peu plus de risques plutôt que de leur donner un contrat pour qu'elles puissent aussi se valoriser, plutôt que de les épuiser dans des tests, des POC, des projets divers et variés, qui fait qu'elles deviennent des sociétés de services des grandes entreprises. Oui, pour finir, c'est effectivement ce que tu disais, oui, le fameux le cimetière au POC. Hein, on teste plein de trucs. L'agonie par POC, j'appelle. Oui, c'est ça. Et au final, les boîtes s'épuisent. Elles modifient leur offre pour essayer de faire plaisir et se dire on va peut-être avoir un contrat avec une grande boîte. Et au final, ça passe pas. Ça, c'est tellement français. Et puis, il y a aussi, pour finir, on disait le fléchage des aides sur des grands projets. De la commande publique aussi, c'est pas un gros mot. Aux États-Unis ils le font, et c'est évident, mais là-dessus non plus on n'est pas au top sur ces éléments-là.
Donc c'est assez dommage de voir que finalement, il y a une sorte de perfusion de la French Tech et qu'elle va peut-être s'effondrer avec le président qui l'a amené. Oui, c'est ça, volonté politique, commande publique, un écosystème aussi sur lequel on parlait des centaures à une époque, c'est ceux qui faisaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, un écosystème plus solide. Voilà un peu quelques piliers. Messieurs, merci, on va se remarquer une courte pause, on se retrouve juste après, on a encore pas mal de sujets. Tiens, les doutes sur la profitabilité du business IA, c'est le patron de Salesforce qui nous le dit, et puis c'est confirmé, correction boursière pour le cours d'Oracle. On va aussi parler, de chips, de composants, je vais dire en français quand même, de chips. C'est de l'apéro. C'est de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéro. Restez pas loin. Voilà, on va parler évidemment du microprocesseur, et puis on aura, si on a le temps, un sujet sur les bacs connectés. Est-ce que c'est pas finalement ça qui va remplacer les montres connectées? Allez, à tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, c'est reparti, notre débrief de la tech. Si vous avez manqué la première partie, en replay, en podcast, bien entendu. Et puis même sur YouTube, vous nous retrouvez bien entendu. Avec Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2, André Lescud-Prétry, président et directeur scientifique du JEDI, donc qui investit dans toutes ces grandes technologies de rupture et dont on a bien besoin aujourd'hui. Et Damien Douanier, responsable d'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. Messieurs, je voulais revenir, je crois que c'est Christophe qui a poussé ce sujet-là, c'est les... rien d'autre personne d'autre que Marc Benioff, un patron de Salesforce, qui vantait l'IA à tout vent, comme tous les grands patrons, et puis qui est là, doute un peu sur la profitabilité du business AI, et voilà, ça... Alors, on a parlé de l'effet bulle, on en a fait un, d'ailleurs je vous le conseille, on a fait un plateau sur la bulle IA il y a quelques jours et qui était super là, avec François ici même, regardez-le en replay. Mais là, voilà. En fait, il a eu un ton assez différent de l'année dernière. C'était la grande messe annuelle de Salesforce. Il y a un an, c'était on est à fond sur les agents, on y va, tous les clients vont migrer. Et il a été obligé de reconnaître que 5% des clients ou 8% des clients, les chiffres varient, mais il y a moins de 10% des clients qui ont vraiment engagé des projets. Et il a parlé de POC tout à l'heure, du purgatoire des POC, parce que même pour lui, c'est un problème. Et donc, il a reconnu qu'en fait... les innovations sont là, elles avancent, mais que l'usage met un peu plus de temps à se mettre en œuvre. Ce qui d'ailleurs est aussi un sujet pour se dire est-ce qu'il y a une bulle ou pas une bulle, c'est quand est-ce que les usages rencontreront les innovations. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a toujours eu tendance à surestimer les impacts à court terme et sous-estimer les impacts à long terme. Mais ça arrive de nouveau, même si il y a quand même des choses qui se passent. Il y a surtout des milliards qui sont déversés. Oui. Avec un contexte qui fait que sur ces milliards, ils se déversent en infrastructure, ils alimentent la croissance des États-Unis. Ça, les infrastructures, on est en train de bien les former. Ils renforcent la puissance d'un oligopole qui est constitué en fait des GAFAM et d'OpenAI. Et puis, les acteurs logiciels se disent on va être disruptés par les agents, ils souffrent tous, aussi par les politiques prédatrices des grands acteurs, mais aussi ils souffrent tous. Et puis à l'autre bout, en dessous de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui construisent les infrastructures ou qui les délivrent, il y a tout cet espoir de business sur le GPU as a service et ses fournisseurs d'infrastructures dans lequel, par exemple, Oracle s'est rué en disant on va offrir une infrastructure IA aux grands acteurs. On dit oui, très bien, mais sauf qu'ils sont beaucoup à le faire. Nvidia continue à vendre à 80 ou 90% de marge. Et eux, on regarde la marge, on dit il y a un peu de concurrence et ils sont obligés d'avoir des marges qui sont celles de fournisseurs de tuyaux et pas du tout d'éditeurs logiciels. Donc, à la fois l'action de Salesforce et l'action d'Oracle, elles sont chahutées, pas forcément pour les mêmes raisons, mais tout simplement parce que les business models autour de l'IA sont en train d'être bouleversés et qu'à ce stade, les seuls gagnants connus, c'est les GAFAM et OpenAI. Oui, et un peu comme bon, je parle pas de bulle là parce que ça ressemble un peu, mais il y a des choses qui sont différentes de la bourse de la bourse, de l'éclatement de la bulle en 2000, en mars 2000. Mais c'est vrai qu'en mars 2000, qui est-ce qui s'en est sorti C'est Google, ils ont émergé après les grands Américains qui ont poursuivi tout ça. André, comment tu vois Non, mais pas grand-chose à rajouter à l'analyse de Christophe. Peut-être il y a quand même deux choses. Un, il y a quand même un effet richesse. C'est-à-dire que ces grands paris
quelque part, il crée justement un effet d'entraînement qui aujourd'hui, dans ce monde, tu le sais, je le dis régulièrement, de grands paris, ceux qui n'en font pas sont sûrs de perdre. Voilà. Tu n'es pas sûr de gagner quand tu les fais, ce qui est peut-être le cas d'Oracle, mais il faut y aller. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est peut-être un petit peu différent des autres bulles, c'est que là, les fameux, les chercheurs d'or, mais aussi les producteurs de pelles, sont les mêmes. C'est-à-dire que ils ont quand même, comme c'est eux qui investissent dans leurs propres infrastructures, alors parfois c'est cette espèce d'effet OpenAI qui investit chez l'un, qui réinvestit ce même argent chez Nvidia, et ce cycle comme ça, en fait ils ont les moyens de faire ces paris et ils ne seront jamais perdants parce que finalement ils créent des infrastructures, on l'a bien vu avec AWS, qui vont être utiles pour tout le monde. Et en plus leurs investisseurs c'est tous les mêmes, donc ils n'ont pas envie de se casser la figure, donc ils font en sorte que tous se maintiennent à un bon niveau, Damien. Il y a une petite phrase qui est quasiment passée inaperçue lors de la Dreamforce, c'est Michael Dell. Donc Dreamforce, qui est la conférence, la grand-messe de Salesforce, et Michael Dell qui dit je vois pas beaucoup d'entreprises qui font de l'IA. Et Benioff était très gêné. Voilà, il était très gêné. Il y a eu un petit moment de gênance, effectivement, mais un moment de vérité aussi. Ça, c'est intéressant. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit, mais en fait, simplement, aujourd'hui, les entreprises n'y sont pas, parce que ça demande de l'argent. Les entreprises sont méfiantes vis-à-vis de leurs données. Et elles se disent, OK, où est-ce que je mets vraiment mes œufs, dans quel panier, comment, avec qui, pourquoi. Ça, aujourd'hui, moi j'en vois pas mal d'entreprises qui me disent, vraiment les données, on a bien compris que c'était la poule aux œufs d'or, c'était vraiment le truc. On va peut-être regarder 2 fois où est-ce qu'on va les mettre. Donc il y a vraiment cette notion-là. Non, puis les budgets, je t'attends juste les budgets, mais quand tu dis ça, moi j'ai vu une entreprise qui me dit, je lui dis, mais t'as mis combien là aujourd'hui concrètement dans l'IA? À peu près 1 million d'euros. J'ai quand même, oui, mon budget c'est 200. Hein. Oui, voilà, donc ça reste une ligne, ça reste une ligne sur un tableau Excel. Vraiment, c'est tout petit. Il y a la question aussi des usages. Alors ça, par contre, je suis assez d'accord avec le patron de Salesforce qui dit qu'en gros, la révolution IA, c'est avant tout une révolution des usages et de la manière de travailler. Alors oui, aujourd'hui, on est dans une zone compliquée, des boîtes qui virent, des gens, etc. Mais c'est vrai qu'à terme, ce sera ça. Ce sera une réorganisation comme la transformation digitale et le web ont réinventé beaucoup de choses. Il faut du temps. Et le problème, c'est qu'il faut maintenir la pression sur cette bulle et on va dire cette promiscuité, proximité de ces différents acteurs entre eux qui se tiennent. Combien de temps ça va tenir? C'est ça la question. Parce que le rythme n'est pas le même en face. Et puis on parle de centaines de milliards de dollars. Hein. C'est ça. Enfin, OpenAI valorisé 500 milliards de dollars, qui fait à tout juste 13, peut-être 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc avec des pertes colossales. Oui, l'équation, elle est complexe. Et puis je trouve qu'il y a une autre équation dont on parle peu, enfin on en parle nous, mais on parle peu, c'est l'équation énergétique. Hein, parce que quand ils nous disent tous, je vais acheter 10 gigawatts, 10 gigawatts, c'est 10 centrales nucléaires. Elles sont où? Ah ben il faudra les construire. Ah bon, centrale nucléaire, c'est pas en Lego et avec des caplas. Le coût, ce que tu dis, c'est que le coût d'usage risque d'aller grandissant parce qu'on ne sera pas forcément capable d'avoir toutes les et puis le temps qu'on construise aussi ces centrales et toute l'infrastructure. Et je pense que là, on est toujours surpris par des ruptures technologiques, mais il y a quand même une qui, moi aujourd'hui, me semble évidente et qu'il faut provoquer, comme on avait un peu provoqué le vaccin contre la Covid parce qu'on en avait besoin. C'est ce sujet de la rupture dans la consommation énergétique. Je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus, c'est évident que notre réseau neuronal qui consomme 20 watts, certes, n'est pas encore puissant, et peut-être pas aussi puissant en termes de traitement de calcul, mais en termes de créativité, et des dizaines, des centaines d'ordres de grandeur plus efficaces. Donc, moi, je pressens qu'il y a quand même une rupture qui, à un moment, va arriver. Et le côté de dire on va avoir besoin de 3 fois plus d'électricité aux États-Unis dans 10 ans qu'aujourd'hui, peut-être pas. Et s'il y a une rupture, elle sera... Michael Dell, pour le reprendre, alors, il ne l'a pas dit à Dreamforce, il l'a dit il y a 15 jours, 3 semaines. Il a dit, je me demande si on n'est pas en train de construire un peu trop de data centers. Mais justement, il y a une question, ce que tu dis sur la facture énergétique, elle est importante. Au-delà de l'aspect, déjà, empreinte environnementale, il y a la question sous-jacente de combien ça coûte tout ça. Et on en revient aux entreprises. Les entreprises qui vont mettre de l'IA, il y a un moment, ça va leur coûter, quelque part, sur les data. Et on sait bien que quand un acteur est en majorité, du jour au lendemain, comme VMware, on multiplie par les tarifs, écoutez, vous êtes captifs. Donc c'est ça le problème. Et si ces acteurs veulent augmenter, parce qu'eux-mêmes ils ont une facture énergétique énorme, enfin voilà, il y a un vrai problème. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, exactement. Aujourd'hui, Microsoft augmente ses prix. Qu'est-ce que font les clients? Ils n'ont pas des budgets informatiques ou logiciels infinis. Ceux qui
ceux qui paient les pots cassés, c'est les petits acteurs. Parce que Microsoft ou Salesforce ou que sais-je va dire, bah, tiens, je vous mets toute la suite pour un prix et j'augmente légèrement la facture, mais par contre, vous abandonnez tout un ensemble d'acteurs tierces. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même une concentration très forte vers les GAFAM et quand même OpenAI qui, lui, par rapport aux autres, a l'avantage d'être l'acteur nouveau. Parce que beaucoup de le coup de génie, c'est d'avoir mis ça dans l'en-public. Si on prend ce qui s'est passé au moment d'Internet à la fin des années 90, il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé. Souvent, c'est compliqué pour les acteurs installés de repenser, pour les acteurs logiciels, repenser leur architecture, leurs produits, leur business model en mode agent, c'est-à-dire ne plus facturer au nombre d'utilisateurs qu'ils utilisent, mais finalement au résultat fait par les robots, ce genre de robots logiciels. On voit très bien que c'est un énorme challenge. Et à côté de ça, OpenAI, ils arrivent, ils ont réussi à devenir quasiment le synonyme de l'intelligence artificielle générative par ChatGPT. Et ils commencent patiemment à construire des briques de software et des briques d'agents. Et y compris d'ailleurs à Dreamforce, ils ont annoncé le fait qu'on va pouvoir accéder à l'ensemble des données Salesforce à travers ChatGPT. Tu sais, c'est les couches, la couche énergétique, la couche infrastructure, la couche des LLM, puis la couche des applications. Il faut voir qui avance en même temps pour... Ce qui est une révolution pour Salesforce, qui est quand même pas forcément toujours l'outil le plus... C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'avoue que ça a été ma surprise, parce qu'effectivement, Salesforce... qui est un vrai risque. Qui n'est pas le produit le plus ergonomique à l'origine, et qui, effectivement, plutôt fermé, faire appel à OpenAI pour dire on va faire une couche conversationnelle pour accéder à vos données, pouvoir discuter, etc. Ce qui, d'un point de vue usage, si ça marche vraiment, est génial. C'est quand même, c'est un peu le dilemme du prisonnier. Ils veulent être le premier à le faire pour pouvoir conserver leurs clients. Sinon, ils ont le risque de les perdre. Eux sont en grand danger, je pense. Et tu parlais du million d'euros de budget R&D. Moi, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que tout le monde est équipé en Copilot. Microsoft, mais les salariés utilisent en Shadow, AI, bien sûr. Donc effectivement, ça ne doit pas être très incitatif pour un DSI d'augmenter ses budgets. Donc là, on est aussi dans un dilemme qui à un moment va être résolu. Soit ChatGPT va devenir plus protecteur des données, parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet où est-ce qu'on l'entraîne, la qualité des données, etc. Mais avec un risque de devenir plus fermé. Enfin, il y a un vrai... Il y a plein d'évolutions passionnantes. Il y a une annonce aujourd'hui d'un des vice-présidents d'OpenAI, j'ai lu ça en venant ici, qui annonce qu'en fait, il faut arrêter de penser on entraîne les modèles et puis on les utilise. C'est-à-dire, il y a l'apprentissage et l'inférence. On dit maintenant, en fait, on apprend en permanence. L'inférence. Ce sujet de dire finalement toutes les données sont des données qui non seulement que vous exploitez en tant que telles, mais qui servent à nourrir le modèle. D'où la vraie inquiétude de sociétés industrielles d'utiliser, de voir leurs employés utiliser ça. Elle est réelle. Bien sûr, elle est réelle. Elle est réelle. Et pour finir sur l'aspect énergétique, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y aurait quand même un coup à jouer pour la France. On a quand même été bon à une époque en centrale nucléaire et autres technologies. On parlait tout à l'heure des investissements. Il y aurait certainement un coup à jouer. Et en plus, nous, on investit dans l'IA aussi. En tout cas, c'est tout ça pour dire qu'il faut continuer de toute façon à investir dans l'IA, parce que c'est l'avenir. Après, il faut voir à quel rythme on va le faire selon son métier, ses compétences, etc. Tout dernier point peut-être sur ce que disait Damien. Oui, mais avec une erreur de lecture qu'on fait souvent. Quand on dit plug, baby, plug, on a toujours tendance à penser, nous, on sait construire des centrales nucléaires. D'abord, on sait quand même un peu moins bien et moins de moins cher. Et on a moins de monde. Ça, on sait faire. Mais aujourd'hui, la plupart de nos caps, aujourd'hui, on a entre 20 et 30% de surplus énergétique que la plupart du temps, on revend. Le problème aujourd'hui, c'est que pour installer un data center en France, c'est des années d'autorisation. Donc ça, c'est totalement frustrant parce que ça ne dépend que de nous, pas de finances, etc. Eh bien, il semble qu'encore là-dessus, on n'arrive pas à casser ces espèces de rigidité de l'État et des différentes couches du millefeuille. Ça, vraiment... Le foncier, puis certains ont vu aussi tout l'intérêt du foncier d'augmenter les prix quand ils disent, tiens, nous, on a un bon lieu. Et voilà, certains vont s'installer en Allemagne, Amazon en l'occurrence. Autre sujet, tiens, sur la production de chipsets Blackwell de NVIDIA qui les fait faire avec TSMC à Phoenix. Mais avant de parler de ça, justement, parlons un peu de et on parlera du Chips Act européen. Mais André, toi, tu étais au Japon il y a encore quelques heures. Et tu sais, voilà, il y a un dynamisme là-bas. Alors, le Japon ressemble dans certains aspects à l'Europe. Population hyper vieillissante.
enjeu aujourd'hui de se retrouver dans la dernière, voire l'avant-dernière révolution technologique. Entre-temps, il y a eu la Corée, puis maintenant il y a la Chine. Donc ils ont les mêmes enjeux que nous, c'est-à-dire ils ont l'impression de se faire dépasser. Et pourtant, il y a quelques années, il y a eu 2 choses qui ont été faites. 1 sur le spatial et 2 sur les semi-conducteurs. 1 sur le spatial, en 2022, ils se sont dit c'est pas possible, on doit revenir en tête. Et ils ont fait quelque chose qui a été à la fois une nouvelle mondiale, mais qui, je trouve, n'a pas été assez évoqué en Europe. C'est qu'en juin 2025, ils ont lancé Honda en plus, un acteur un peu qui fait des jets privés, mais Honda Jet, ils ont réussi à faire une fusée réutilisable. Alors certes, c'est aller à quelques centaines de mètres, certes c'est 1 tonne, mais ils ont réussi à la faire réatterrir au centimètre près, quasiment à 20 cm. Et ce qui est très intéressant, ça ressemble à Tesla. Ils ont dit, nous aujourd'hui, la propulsion, les moteurs, les pompes, c'est pas ça qu'on sait faire. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est le système de guidage. Et ça ressemble à Tesla qui disait, en fait, ce qui est compliqué, c'est le software. Le métal, les moteurs, c'est finalement la partie relativement facile. Les Allemands ne l'avaient pas vu comme ça. Aujourd'hui, les automobilistes allemands s'en mordent les doigts. Deuxième chose, sur les semi-conducteurs, ils sont obsédés par une date qui est 2027, qui est la date qu'on indique comme étant la plus risquée, enfin le risque possible d'un incident Taïwan-Chine, pour ne pas dire plus. C'est ce qu'on voit aussi dans la littérature et dans la géopolitique américaine. Et donc, il y a 2 ans, on se sont dit, il nous faut absolument avoir une usine de semi-conducteurs avec les dernières nodes, donc les 2-3 nanomètres, la même chose qu'à TSMC, que TSMC s'est bien gardé de faire en Arizona. En Arizona, ils sont à 10 nanomètres. Et pour l'instant, ils ont gardé ça sur leur territoire. Parce que c'est l'assurance parce qu'ils se disent, c'est large. Eh bien, il y a 2 ans, projet Rapidus, qui est d'ailleurs cité par le rapport Draghi, à nouveau, je ne sais pas où sont les Européens, soi-disant ils ont lu le rapport Draghi, mais je pense qu'ils ne l'ont pas lu. L'objectif, c'est en 4 ans, en 2027, c'est d'avoir une usine à Hokkaido. De ce que j'ai vu pas mal des responsables de ce projet-là, ils sont en bonne voie. Donc quand j'entends des gens à Bruxelles, à Paris, l'ancien commissaire breton, qui n'y connaît vraiment absolument rien, dire c'est pas possible, de toute façon il n'y a pas de marché pour ça, parce qu'aujourd'hui on consomme que des puces à 120 nanomètres pour l'automobile, mais c'est une absence de vision. Donc j'espère que le CHIPS Act 2.0 va aller dans ce sens, et effectivement il va dans ce sens. Mais mon message c'est possible, les Japonais le font, mais à l'Europe de le faire aussi. Quoi. Dans le CHIPS Act, rappelle, la version 2, c'est le renforcement du soutien au design, aux matériaux, aux équipements. En clair, c'est être plus présent en amont de la chaîne de valeur de ces processeurs. C'est des associations industrielles. On a su le faire avec Airbus, d'autres domaines. On cite tout le temps Airbus, mais on pourrait... Peut-être, on a quand même des ST Micro. Et c'est ce que font les Japonais. Les Japonais, en fait, ont demandé aux Toshiba, aux Sony, aux grands acheteurs de dire, en fait, individuellement, ça ne justifie pas d'avoir une usine, mais si on groupe toutes ces commandes, on a un marché intérieur. Ce qu'on aurait la possibilité de faire en Europe. Et on revient sur l'un de nos sujets tout à l'heure, c'est un fléchage aussi des investissements et puis des simplifications réglementaires, parce que là aussi, on tombe un peu de... Mais avec une différence par rapport à l'Europe, c'est que les Japonais savent très bien faire ça. Le MITI, à l'époque. C'est le fameux MITI qui pilote ça, qui est une sorte de super Bercy croisé avec de l'industrie. Ils ont toujours su faire ça. À un moment, se mettre en ordre de marche, dire ok, les gars, maintenant il va falloir faire ça parce que on doit arriver là. Avec une grande différence, c'est que le MITI ou le METI savait réunir les gens, mais écouter l'industrie. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de fonctionnaires à Bercy, et là, au nouveau ce soir, je ne vais pas me faire des amis, qui pensent savoir mieux que l'industrie et qui décident à la place de l'industrie. On l'a vu sur France 2030, on le voit aujourd'hui sur beaucoup de plans industriels. Non seulement ça, mais en plus, il y a 26 pays à coordonner et à se mettre d'accord, donc vas-y, amuse-toi. Et à saupoudrer, oui. Et on revient sur notre histoire, Nvidia qui demande à TSMC de faire des chipsets Blackwell, qui est l'un des derniers nés de et là, que l'on voit à l'écran. Mais ça, ils le font. Ils vont le faire aux États-Unis. Et là, ma compréhension, c'est qu'ils auront besoin d'avoir une impression de quelques nanomètres. Donc, je me demande comment c'est possible. Enfin, par rapport à ce que tu viens de dire, la seule chose, c'est que ce que je vois, c'est que c'est un investissement de 40 milliards. Donc c'est énorme en Arizona de la part de TSMC. Alors effectivement, est-ce qu'ils garderont quand même un certain savoir-faire taïwanais pour l'instant, le 2 nanomètres, ils ont dit qu'ils ne le sortiraient pas de Taïwan. Enfin, moi, ce que j'ai entendu, ce que je dis souvent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une sorte d'onshoring de la part des États-Unis à marche forcée.
et avec évidemment une volonté politique très forte, mais aussi évidemment un pays unique. Qui était voulu sous Biden, qui est encore plus voulu. On a vu l'investissement dans Intel. Les prémices étaient déjà là sous Biden, et là on va avoir une capacité à produire des chips Nvidia de façon autonome aux États-Unis, et donc effectivement ça ne fait que refléter encore plus notre difficulté et notre immobilisme, mais aussi, comme le dit Damien, il faut peut-être à un moment donné se poser les questions par rapport au nombre de pays, à la façon dont on fonctionne. De toute façon, ces enjeux tu es venu avec ta casquette préférée, mais... il m'en a donné, j'aurais pu la descendre. Make Europe Great Again. Vert, c'est important. Japan Great Again, mais ça sonne moins quand tu le dis. Mais... giga. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que l'échelle de souveraineté pour des projets comme ça, elle doit être au niveau européen. Oui, mais attention, alors ce que me disaient mes interlocuteurs japonais, c'est que l'investissement public dans Rapidus, c'est entre 5 et 6 milliards d'euros. C'est pas colossal. Après, ils ont quand même des industriels, des semi-conducteurs. Ils ont quand même des très grands. Certes. Nous, ce c'est qu'il faut peut-être qu'on s'entende à 3-4 pays et puis on fonce. Je rappelle quand même qu'on est sur le point de lancer 12 ou 14 AI Factory, qui aujourd'hui, si c'est pas bien géré, qui sont en fait ces usines, entre guillemets, ces grands data centers sur lesquels on pourra entraîner ces modèles IA, c'est ça l'objectif, qui sont pas vraiment coordonnés, on a un peu fait plaisir à plein de gens, alors certes à des grands centres de calcul, Jülich, les Finlandais, etc. Mais ça pourrait, c'est pas perdu, ça pourrait être justement les premiers consommateurs de chips européens. Non, aujourd'hui, ça va devenir une machine à utiliser l'argent du contribuable européen pour acheter des chips Nvidia. Enfin, est-ce qu'on a des chips concurrents aujourd'hui qui permettraient de faire la même chose aussi? Oui, il faut aussi se poser la question. C'est là que tu trouves, mais c'est là que tu as l'éternel problème. C'est est-ce que comment il faut commencer? Est-ce que sur le marché on a l'équivalent? Non, pas forcément. Est-ce qu'on pourrait se donner les moyens d'eux? Voilà, et c'est l'éternel truc. Et c'est là que je pense se trouve vraiment le nœud gordien de l'histoire. C'est pour ça que l'information la plus importante, c'est 4 ans. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours oui, mais il faudrait 20 ans pour faire ou 10 ans, et où il faudrait 200 milliards. Alors je ne sais pas s'ils vont réussir, mais ils semblent être bien partis. Et ça ne coûte pas 300 milliards. Allez, dernier sujet de cette soirée, c'est Oura. Alors O-U-R-A, pour ceux qui suivent évidemment, c'est pas les supermarchés plus connus, ou le supermarché en ligne. Oura qui prépare une bague connectée qui va détecter l'hypertension. Alors c'est semblable à ce que se fait déjà l'Apple Watch, et on est en train de voir ce marché. Alors ils ont levé 900 millions, Oura, il y a quelques jours, et c'est ce qu'on est en train de voir toutes ces bagues connectées là qui commencent. Alors, il y a eu, pour la petite anecdote, il y a eu un souci avec une bague, je ne sais plus quelle marque, qui a chauffé. Ouais. La personne a failli perdre son doigt avant de rentrer dans un avion et tout ça. Bon, voilà. C'est pas une bonne pub. Mais visiblement, la personne, ça faisait plusieurs fois qu'il disait oui, elle se déchargeait très vite. Enfin, bon, il y avait quand même quelques dysfonctionnements qu'elle n'avait pas signalés. Mais là, on voit. Je trouve qu'il y a Reebok aussi qui va sortir sa bague pour les sportifs. Il y a un marché, il y a Samsung qui a la sienne. Il y a un marché qui est en train de se produire. On ne sait toujours pas ce que va nous sortir Johnny Ive et Sam Altman. Il y aura peut-être plusieurs objets. Alors ils disent que c'est quelque chose sans écran. Est-ce que ce sera lié à une bague Enfin voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Comment il faut voir un peu tout ça, Damien ? Alors c'est amusant parce que là, je faisais en préparant l'émission, je me disais, aujourd'hui je ne l'ai pas mise. Justement, d'habitude, j'en ai une. Quand je ne mets pas mon Apple Watch, justement, j'ai une bague pour mesurer. Bon, je ne l'ai pas mise aujourd'hui. Alors en tant qu'utilisateur, je peux dire que c'est très pratique. Parce que justement, ça permet d'avoir une diversité quand tu n'as pas envie de mettre un truc, etc. Bon. Après, c'est un marché qui existe depuis un petit moment, mais qui met du temps à décoller. Alors maintenant, quand on a vu les Meta Ray-Ban qui ont mis du temps aussi, puis d'un seul coup, ça a marché. Peut-être que c'est une question de produit, peut-être que c'est une question d'apparat, de marque, peut-être qu'il faudrait faire. Dans tous les cas de figure, tu citais Reebok. Pour moi, Reebok, ils ont pris de l'OEM chinois qu'ils ont rebadgé. Oui, mais par contre, ils le mettent en avant. Enfin, tu vois. Bon. En revanche, je prends Samsung. Tu vois, il y a des vrais acteurs. Il y a Oura, effectivement, qui propose des vrais produits. Tu parlais d'Apple. Apple, je suis pas sûr qu'ils y aillent parce qu'ils ont déjà la montre qui marche très bien. Par contre, ils ont des capteurs qui commencent à intégrer dans les AirPods. Donc, il faut repenser toujours l'écosystème avec eux. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est une alternative intéressante parce que c'est plutôt joli comme objet. Ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Et ça permet véritablement d'avoir, on
on le voit à l'écran, ça permet d'avoir quelque chose qui, pour ceux qui nous regardent à l'écran, ça permet d'avoir vraiment une mesure assez bonne pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir une montre connectée. Et il y en a qui n'ont pas envie d'avoir une montre connectée. Et puis on peut dormir avec, parce que la montre connectée, voilà, justement. Tu sais pourquoi je l'ai acheté moi à la base? C'était pour ça, parce que j'arrivais pas à dormir avec mon Apple Watch qui mesure. J'avais besoin de mettre une bague pour mesurer la qualité de mon sommeil. Et ça marche plutôt bien, effectivement. Donc, je pense qu'il y a un marché. Moi, j'ai regardé les chiffres. C'est IDC qui disait qu'en gros, entre 2023, il y avait 800 000 unités qui avaient été vendues. Ils pensent en 2028, 3,2 millions. C'est pas non plus la folie, hein, mais il y a quand même un marché qui se développe. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je pense que pour l'instant, ce genre d'appareil-là, c'est intéressant, mais ça reste très monoproduit, au sens mono-usage. Ça fait de la mesure. Là où l'Apple Watch va apporter d'autres éléments complémentaires, les notifications, l'heure, tout simplement. Peut-être, si un OpenAI imaginait une bague à laquelle je pourrais parler peut-être comme ça, peut-être que ça permettrait de développer autre chose. Ou les mouvements. Mes mouvements. Par exemple, je reprends l'exemple des Meta Ray-Ban. Les Meta Ray-Ban, c'est des Google Glass qui sont arrivés au bon moment, avec le bon mix produit, la bonne marque, le bon design et des fonctionnalités qui font pas que je prends des photos ou des vidéos, mais maintenant je peux parler à une IA et je peux écouter de la musique et c'est là maintenant que ça décolle. Donc je pense qu'il manque un petit quelque chose à ces bagues-là, mais c'est un bon, comme on dit, form factor. C'est un bon moyen d'avoir un appareil pas intrusif sur soi et qui fait pas mal de trucs. Oui, je partage ce point de vue. Il manque une sorte de killer app, en fait. C'est ça. Qui permettrait de dire, c'est le truc qui fait qu'on bascule. Parce que les volumes, même à 3 millions, on n'est pas à 3 millions. En prix, c'est combien? Oui. En prix, en moyenne 800 €. Enfin, ça dépend, entre 100 et 800 €, t'en trouves. Hein. Le haut de gamme est là. Oui, effectivement, en fait, tu te retrouves aujourd'hui avec à peu près un marché d'1 million de bagues connectées par rapport à 150 millions de montres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une attente et un essor de toutes les applications autour de la santé, du suivi, de son sommeil, de son rythme cardiaque, qui a une sensibilité beaucoup plus forte. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'avoir une montre connectée. Donc, moi, je pense que ça peut tout à fait être un élément. Mais il manque cette killer app qui fait qu'il peut y avoir un effet viral d'utilisation. Et parfois, c'est juste le remboursement par la sécurité sociale. J'allais le dire. Je pense que le vrai sujet, on parle beaucoup aujourd'hui de comment est-ce que l'État peut avoir un rôle ni trop intrusif. On parlait de la French Tech, mais quand même guidant. On parlait du MITI ou du METI aujourd'hui. Aujourd'hui, je rappelle quand même que la plupart des appareils médicaux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, parce qu'on est encore très dans cette vision médicaments, remboursement à l'acte, etc. Si véritablement on veut créer un marché, si on veut créer un marché de la deep tech, parce que là on parle de capteurs, Ray-Ban, tu disais ça, une des innovations aussi, ça a été de faire des lunettes, et je ne veux pas en faire trop la publicité, mais extrêmement légères et extrêmement équilibrées. Ils ont réussi à répartir le truc sur les deux branches, etc. Ça pèse pas. Oui, avec un matériau différent des vrais Ray-Ban. Et si on veut véritablement rentrer, on parle toujours du trou de la sécu comme un de nos sujets les plus, et en plus avec le vieillissement de la population, ça ne va faire qu'augmenter. Si on veut véritablement rentrer dans ce sujet de médecine prédictive, de préventive, de travailler sur l'espérance de vie en bonne santé, il y a un sujet, c'est ça. C'est d'équiper, d'aider à équiper. C'est probablement beaucoup plus intelligent que de donner des primes à lâcher de véhicules électriques, etc. Après, ça veut dire que derrière, il y a toute l'organisation. Voilà, parce que si dès que ta bague te dit « Ouh là là, vous faites moins 12, machin », tu vas tout de suite appeler ton médecin. Enfin, tu vois, faut qu'il y ait... Tu as plusieurs éléments. Effectivement, la complexité de l'histoire, c'est derrière, si tu fais une mutuelle, on va dire, en fonction tu vas avoir des disparités. Mais on l'a déjà aujourd'hui avec l'IA, avec le risque de ne plus assurer. Mais ce que tu dis est juste, comment est-ce qu'on lie les différentes choses ensemble. C'est le pari de Withings. Withings fait valider cliniquement ses produits, etc. Parce que tu sens bien qu'ils veulent, le jour où ils veulent pouvoir dire nos produits sont alignés avec une qualité médicale ou hospitalière, on va dire. Donc ils sont là-dessus. Ça viendra certainement. Eh bien, merci tous les trois. Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2. André Le Scruc-Pétry, donc on suit évidemment les projets du JEDI, un Joint European Disruptive Initiative. Merci d'avoir été avec nous. Et Damien Douany, responsable d'innovation de l'école narrative avec 2i, fondateur du cabinet Topos. Merci pour vos avis éclairés. On se retrouve dans un instant, marque une courte pause. La start-up Probable qui lève 13 millions d'euros. Son patron, vous le connaissez peut-être, s'appelle Yann Lechel, c'était un ancien de Scaleway. Et puis on parlera de lutte anti-drone aussi avec l'entreprise MicroDB qui c'est une solution acoustique de détection de localisation des drones. On verra tout ça. C'est tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous, on est encore ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne, ça continue sur BFM Business.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Notre invité, Yann Lechel, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Yann, CEO et cofondateur de Probable. Alors, Probable, c'est une start-up dans l'IA, on va en parler dans un instant, qui vient de lever 13 millions d'euros. Alors Yann, vous avez laissé chez Scaleway, c'était il y a 3 ans déjà. 3 ans. Petit passage chez Inria pour revoir un peu les innovations. Et toc, il y en a une qui fait tilt, c'est celle de Probable, donc spin-off de l'Inria pour monter Probable et qui, donc, cette levée de fonds. Juste un mot. Pourquoi Scaleway, Inria, Probable ? Alors en fait, c'est plutôt les équipes d'Inria qui sont venues me chercher. D'accord. Parce qu'ils cherchaient un entrepreneur pour extraire en quelque sorte cet actif qui était un petit peu confidentiel, caché au sein du laboratoire de recherche, même si tous les data scientists de la planète le connaissaient. Oui. D'accord. Et alors, pourquoi alors, justement, quand je lis un peu la baseline de... alors, il y a le parti open source qui est très importante, et on va en parler. Aider les entreprises à reprendre le contrôle sur leurs données. On connaît beaucoup d'entreprises qui sont... Moi, je pense à Dataiku, des gens comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui va faire la particularité de Probable ? Alors, il faut parler de cette technologie qui s'appelle Scikit-learn, cette bibliothèque de machine learning, d'apprentissage automatique, que même les Dataiku et autres Databricks utilisent. Donc c'est un petit peu la brique fondamentale que l'on va développer, entretenir et sur laquelle on va construire une offre pour l'entreprise complémentaire. Donc c'est vraiment cette construction. Ça veut dire quelque part que par rapport à cette librairie, la Scikit-learn, que Probable devient un peu le distributeur officiel, un peu, c'est ça l'idée ? Alors la subtilité, c'est que cette technologie est gratuite, avec une licence, on dit qu'elle est permissive, c'est-à-dire que tout le monde peut s'en emparer et n'a pas besoin de payer des redevances. En revanche, nous allons défendre cette marque, défendre cette communauté. D'un côté, l'actif gratuit, et de l'autre côté, l'offre commerciale qui vient chapeauter cette offre universelle. Et puis alors, l'idée, donc, avec derrière Probable, je lisais justement ce que vous avez déjà un peu raconté autour de cette startup, c'est vous trouviez le marché du machine learning beaucoup trop artisanal, trop fragmenté. Vous avez dit, il y a un moment, il faut que les entreprises elles comprennent un peu mieux et qu'elles sortent de leur data, parce que justement, les entreprises, et on le voit aujourd'hui quand on discute avec elles, alors elles sont toutes à dire qu'il nous faut des données de qualité, etc. Mais quand on creuse un peu, on voit que les Chief Data Officers, ils ont bien du mal à sortir les bonnes données. Et c'est là où Probable intervient. Alors tout à fait. On parle souvent des données et c'est toujours le sujet aujourd'hui en 2025. La plupart des entreprises n'ont pas encore fait leur transformation numérique. Encore moins ont fait leur transformation vers la gestion propre des données ou la génération de données. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont besoin d'accompagnement pour faire du machine learning, c'est-à-dire augmenter la donnée pour qu'elle impacte le business, le chiffre d'affaires ou une espèce d'optimisation interne, parce que c'est une technologie universelle. Donc, très concrètement, c'est des développeurs qui vont utiliser cette bibliothèque de machine learning et qui vont... Après, selon leurs besoins, développer ce dont ils auront besoin. C'est ça l'idée ? Alors, il se trouve qu'ils l'utilisent déjà. On est dans des téléchargements de l'ordre de 110 millions par mois à travers le monde, 97% à l'export. Donc, ce n'est pas en France que ça se passe en particulier, c'est plutôt tout le monde de la science des données qui l'utilise. Donc, le sujet n'est pas au niveau de cette technologie open source, mais plutôt par rapport au nouveau produit qui va accompagner les équipes en sciences des données en entreprise pour mieux travailler et mieux connecter l'objet business à l'objet data science. Et c'est là où Probable va les accompagner aussi, ces entreprises, en leur expliquant un petit peu, voilà, la bibliothèque, vous l'avez, et nous, on va vous expliquer un petit peu comment tirer, être sur la science de données. C'est plus une start-up sur la science de données. Par le biais d'une autre brique logicielle qui est commerciale. C'est-à-dire qu'on développe un complément, et en ce sens, nous sommes additifs au-delà d'un actif universel gratuit. On parle évidemment d'une IA open source, voilà, si je vulgarise vraiment au plus bas niveau. Mais en ce moment, on voit que c'est en train de... Enfin, cette stratégie open source, ça semble être la stratégie gagnante. Alors, elle l'a déjà été, on se souvient d'Internet des débuts. Voilà, les serveurs, les premiers serveurs Internet étaient de l'open source, et puis on a vu le succès. On a vu que même un Microsoft aujourd'hui est devenu l'un des grands pourvoyeurs de l'open source. Un Oracle dont on parle tous les soirs maintenant, en ce moment,
évidemment, c'est le retour des boomers, hein, mais évidemment très, très open source. Et là, quand on parle souveraineté aussi, c'est l'un de nos axes sur lesquels on devrait insister, cet open source, notamment européen. Alors, le sujet est complexe parce qu'aujourd'hui, l'engouement est autour de l'IA générative. Ouais. Celle qui est basée justement sur ces grands modèles et qui consomme énormément de NVIDIA, c'était l'objet de votre plateau juste avant. Donc, cette IA générative capte toute l'attention. En revanche, dans les entreprises, on a souvent besoin de cette autre IA, qui est une IA mathématique, prédictive, qui permet par exemple de détecter de la fraude dans les milieux financiers, bancaires. Ça permet aussi de faire des moteurs de recommandation. Et tout ça n'a pas besoin d'IA générative. Et cette IA-là est beaucoup plus maîtrisée au sein de l'entreprise en adoptant des technologies comme scikit-learn. Et nous allons accompagner justement ces entreprises qui, elles, sont en train d'émerger sur ces sujets. Donc c'est un petit peu différent du sujet de l'IA générative. En revanche, l'IA générative crée une volonté d'y aller pour les entreprises parce qu'ils sont séduits. Ils ont à la fois une crainte d'être dépassés, ils sont séduits. Et en même temps, ils organisent leurs données qui permet de créer une opportunité justement pour que nous puissions les aider. Alors là, 13 millions d'euros, cette levée de fonds là, qui fait l'actualité de Probable, c'est pour faire quoi ? Alors, c'est une somme qui est significative en réalité pour de l'amorçage parce que nous avons une équipe de taille conséquente qui déjà s'occupe d'un actif d'envergure internationale. Je parlais des téléchargements, on est à 2,5 milliards de téléchargements cumulés. Il y a toute cette communauté open source derrière, quoi. C'est ce qu'il faut. Donc cet actif, on va le protéger, on va le développer, on va le maintenir, et c'est ce qui nous permet de parler à cette communauté de futurs clients. Est-ce que là aujourd'hui, donc je reviens sur cette histoire de science de données, en fait vous voulez transformer un peu cette technologie scientifique en quelque chose de plus compréhensible par les entreprises, c'est ça l'idée? Tout à fait, parce que la science des données est quelque chose d'assez complexe. Les data scientists manipulent deux types d'objets, la donnée et le code. Et ces technologies nécessitent évidemment à la fois de maîtriser les deux, mais aussi de parler en interne au métier. D'accord. Donc c'est ce rapprochement, en tout cas, qu'on va proposer à travers nos produits et nos services. Et très concrètement, là, alors on voit, oui, effectivement, la librairie scikit-learn qui est utilisée par Probable, mais les premiers produits, ça doit être lancé quand ? Alors le produit qu'on développe et qui est déjà dans les mains de quelques clients n'est pas encore commercialisé parce qu'il n'est pas complètement fini. C'est l'objet d'un tour de table d'amorçage où on continue de développer d'un côté et on va développer le modèle commercial de l'autre. Donc ça, c'est l'objet pour 2026. Ces produits-là sont déjà dans les cartons. Donc on est en consultation avec les premiers clients, les design partners. D'accord. Donc ça, c'est l'objet du produit principal que l'on va proposer. Et comme spin-off de l'INRIA, ça y est, les chercheurs qui étaient à l'INRIA, ça y est, ils ont été extraits de l'INRIA, ils sont dans la startup Probable. Précision, nous sommes 13 cofondateurs et 2/3 des cofondateurs sont issus d'INRIA et ce sont surtout des ingénieurs de recherche. D'accord. Nous avons aussi 2 chercheurs de renom, Gaël Varocco, Fabien Gandon, qui sont toujours à l'INRIA, mais qui nous accompagnent justement sur la partie strictement scientifique. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est entré dans une nouvelle ère dans la science de données ? Avec ce type d'outils, avec cet usage là, de cette bibliothèque de machine learning. Tout à fait. Vous mentionnez quelques entreprises déjà qui sont positionnées sur ce secteur parce que des entreprises de grande taille avec un certain niveau de maturité sont déjà bien avancées dans l'implémentation. D'ailleurs, les banques et les assurances l'utilisent de manière massive. Mais il y a tout un pan économique qui doit encore adopter ces technologies. Donc, on arrive en 2025 à un moment très intéressant, à la fois de la convergence des IA, au sens pluriel, mais aussi de la modernisation de la stack et la nécessité d'être compétitif. Et puis, j'imagine aussi de ce côté open source, on convainc plus facilement aujourd'hui sur l'open source qu'il y a 15 ans. Où là, on avait du mal à... Tout à fait. Et en fait, même parfois, on parlait d'open source, c'était presque une secte dans certains domaines. Il y avait une espèce d'idéalisme au niveau du logiciel libre, au sens extrêmement strict, gratuit. C'était plutôt il y a 40 ans. Aujourd'hui, l'open source est un peu partout. Il n'y a pas une entreprise ça fait partie de l'industrie. Ça fait partie de l'industrie. Et il existe des fonds d'investissement, notamment Serena Capital qui a rejoint l'aventure, qui développe une thèse sur l'investissement en capital risque dans les projets open source. Parce qu'en réalité, c'est ce qui nous permet de distribuer la technologie. Et chose délicieuse, c'est qu'il y a une infinité de business models qui sont liés
à cette technologie, son niveau de maturité, la communauté associée, etc., etc. Donc c'est très intéressant et avec énormément de potentialité. Oui, puis de toute façon, on voit hein, les Llama, le modèle de Facebook, enfin, voilà, l'open source fait vraiment partie de tout cet univers de l'intelligence artificielle. Merci Yann Echette d'être venu nous parler de tout ça, CEO cofondateur de Probable, donc qui vient de lever 13 millions d'euros et qui voilà, se lance dans ce domaine de la science des données. Oui, si vous êtes un peu, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes un peu perdu avec vos données, ben voilà, il y a des outils, c'est pas forcément, il n'y a pas que la GenAI, hein, on le dit à nouveau, il y a de l'IA qui s'appuie sur l'open source, en plus c'est souverain, c'est responsable, c'est européen, lancez-vous, et puis en plus ça vient d'INRIA qui est l'un de nos berceaux de la recherche en numérique, en informatique, en intelligence artificielle. Merci. Yann. Allez, on poursuit tout de suite, rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et bonsoir Salomé Ferrari. Bonsoir. Alors on va parler, on sait que la situation ne s'améliore pas entre la Chine et les États-Unis dans tout un tas de domaines. Et puis là, c'est dimanche, c'est Pékin qui a accusé les États-Unis d'avoir orchestré, là on est sur une cyberattaque contre son centre d'horaire national. Alors déjà, savoir ce que c'est qu'un centre d'horaire national. Alors, et qu'est-ce qu'on sait de cette prétendue attaque, Salomé ? Tu l'as dit, rien ne va plus entre les deux pays. Le dernier exemple en date, c'est cette fameuse cyberattaque contre le centre d'horaire national. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une institution clé quand même en Chine, qui est chargée de synchroniser l'heure standard chinoise, tout simplement. Donc l'heure atomique, là. C'est ça, pour que tout le monde soit un petit peu... calé. C'est ça, calé, exactement. Alors, selon la Chine, c'est la NSA qui aurait tout manigancé, et ils ont des preuves. Hein. Alors concrètement, la NSA aurait exploité une faille de sécurité dans une application de messagerie, ce qui lui aurait permis de voler des données et des identifiants et de les utiliser pour espionner les appareils mobiles et les réseaux du personnel, et tout ça dès 2022. Hein. Alors cette intrusion visait même les systèmes internes du centre. Et ça aurait pu avoir des conséquences assez critiques sur tout un tas d'infrastructures, notamment les communications, la finance ou l'alimentation électrique. Et forcément, ça aurait pu perturber totalement les réseaux énergétiques chinois, les transports et même les lancements spatiaux, parce que si on n'a pas tous la même heure, c'est difficile quand même d'organiser tous les trains. Hein. Alors rassure-toi, depuis, la Chine aurait neutralisé ses chaînes d'attaque et aurait même éliminé les menaces potentielles. Les dispositifs de sécurité ont également été renforcés. Hein. Mais bon, c'était quand même l'occasion pour la Chine d'envoyer un petit pic aux États-Unis, forcément. Ils sont souvent accusés des attaques russes et chinoises. Et exactement, ils ont justement dit que les États-Unis avaient activement cherché à imposer leur hégémonie dans le cyberespace en violant même à plusieurs reprises les règles internationales. Forcément, les États-Unis ont vite rétorqué en disant que non, c'était la Chine la plus grande menace pour le cyberespace. Bref, chacun se renvoie la balle. Hein. Oui, et puis c'est pas les méchants contre les gentils, c'est pas aussi clair que ça dans ce domaine. Et puis, évidemment, le contexte reste tendu entre la Chine et les États-Unis. C'est ça, on insiste clairement à une escalade de la violence entre la Chine et les États-Unis. Hein. Les tensions ont commencé dans le cyberespace, mais maintenant elles s'étendent à d'autres domaines, tu l'as dit, donc notamment des frictions commerciales accrues. On pense forcément aux terres rares et aux droits de douane dont on parle très souvent sur la chaîne. Et puis il y a Nexperia aussi. Exactement, c'est encore un dernier exemple de ces petites tensions. Ce qui s'est passé, c'est que sous l'impulsion de Washington, en fait, les autorités néerlandaises ont repris la main sur ce fabricant de puces, et ça, qui était la propriété d'un groupe chinois, un Wingtech. Forcément, là encore, ça n'a pas plu à la Chine, qui a tout simplement appelé ses employés à ne pas prendre en compte les décisions néerlandaises. Donc ça promet, ça encore. Oui, j'ai entendu. Ils disent si vous ne suivez pas les directives du patron hollandais, ce ne sera pas une faute grave. N'hésitez pas d'ailleurs. Allez-y, c'est nous qui continuons à diriger l'entreprise. Merci Salomé Ferrari. Bien sûr, tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur la rédaction de Tech & Co. Et on se retrouvera demain soir encore pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas si on parlera encore des Chinois et des États-Unis, parce que là, je pense qu'on est au début. Ça fait un moment qu'il se titille, mais là, ça devient compliqué. Allez, on va parler justement, on continue à parler de sécurité autour de ça avec la lutte anti-drone. C'est tout de suite notre nouvel invité sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Lucille Pinel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Vibratech. Vous n'avez pas parlé de Vibratech en particulier, mais il y a plusieurs entreprises qui constituent le groupe Evren, c'est bien ça. C'est bien et ça. Parmi elles, donc Vibratech. Et puis, il y en a une qui s'appelle MicroDB, qui est sur les... Alors, racontez-nous un petit peu, parce que là, on est c'est une entreprise qui est spécialisée en localisation acoustique. Oui. Alors, on est sur un marché de niche, en effet, sur une technologie de pointe. Et donc, notre technologie se base de réseaux de microphones qui vont nous permettre d'écouter ou
de localiser les sources. Voilà. Donc, ça, c'est l'expertise de la société. Et donc, à partir de cette expertise, on fait des produits qui s'adressent à des marchés très différents pour des applications très variées. Et alors, justement, une localisation acoustique, c'est quoi? Alors, et justement, dans le cadre de la lutte anti-drone, c'est quoi? Voilà, on a des capteurs et on entend des bourdonnements, on se dit, tiens, ça, voilà. On reconnaît la signature acoustique d'un drone. Donc, en fait, notre système, c'est plein de paires d'oreilles, on pourrait dire. Donc, vous en avez 2. Vous êtes capable, finalement, de localiser quand même. Vous savez d'où vient le son et d'attribuer, si vous entendez en effet un drone, une signature bien particulière, vous êtes capable de dire c'est un drone. Notre système est intelligent et va le faire à base d'IA et de traitement du signal. Donc là, on n'a pas 2 paires d'oreilles, mais on a une 50aine, puisque notre antenne va comporter entre 50 et 100 capteurs. Ça se présente comment? C'est comme une antenne satellite, c'est ça? C'est ça, oui. Donc voilà, c'est comme un... Alors, c'est pas très grand, hein, c'est entre 30 et 60 cm d'envergure. Et c'est équipé donc, de capteurs MEMS, comme vous avez sur votre smartphone, en fait. Donc, c'est très robuste. Et ça permet, en fait, à partir de l'ensemble des signaux, de reconstituer le paysage sonore. Donc, avec ce système, je suis capable de localiser toutes les sources dans l'espace. Et là, c'est l'IA qui va le faire, parce que votre technologie, ça me fait penser à la localisation acoustique ou la reconnaissance acoustique. On pense évidemment, on a tous vu ces films dans les sous-marins, le rider qui écoute et qui nous dit « Ah, ça c'est plutôt un chalutier, ça c'est un autre sous-marin, ça c'est un dauphin ». Là, c'est l'IA qui va... Alors, il y a 2 phases. Il y a une première phase qui est notre savoir-faire historique, qui est basé sur des traitements de signal où c'est vraiment là, on reconstitue le champ sonore par des méthodes mathématiques, scientifiques mathématiques. Et il y a l'autre aspect, une fois qu'on a localisé l'ensemble des sources de bruit, donc notre savoir-faire, c'est de les reconstruire, donc de les débruiter, c'est-à-dire reprendre que la source de bruit drone. Alors, on ne sait pas si c'est un drone. En tout cas, on voit l'ensemble des sources de bruit, on les reconstruit. Et derrière là, on a un modèle qui a appris ce qui était un bruit de drone et qu'on vient appliquer sur cette source pour se dire oui, c'est un drone, non, c'est pas un drone. Et alors, on imagine que dans tout ça, il y a comme paramètre qui rentre en ligne de compte, il y a la portée, ça les repère à combien de mètres. Il y a la météo, s'il pleut, s'il y a du vent, il y a des bruits, s'il y a un avion qui passe au-dessus, s'il y a des bruits d'animaux, enfin tous les bruits qu'il peut y avoir dans la nature ou dans la ville. Et donc, c'est ça où votre l'IA de MicroDB va être intelligente, c'est qu'elle va pousser un peu tous ces bruits. Voilà, on a travaillé quand même plusieurs années pour arriver à un système performant. Parce qu'en effet, il y a pas mal de systèmes qui vont faire de la reconnaissance sonore. Mais si vous ne débruitez pas, vous avez de très mauvais résultats parce que c'est mélangé à un ensemble de sources très nombreuses. Donc, c'est là où on va faire la différence. C'est la capacité à vraiment débruiter, extraire la signature très propre. Et donc, en effet, on a une base de bruit de drone qui est quand même assez robuste, puisqu'on a pu voir, par exemple, avec drone FPV qui arrivent maintenant, qui ont des signatures très différentes, mais qui sont quand même proches d'un bruit de drone. D'accord. Voilà. Et je parlais de la distance, à combien de mètres Alors, ça dépend du rapport signal à bruit quand même. Donc, à un moment donné, votre drone tombe dans le bruit de fond, et là, nos systèmes sont plus capables d'agir. Donc, ça va se produire alors ça dépend de la taille et du niveau de bruit du drone, entre 100 et 500 mètres. Voilà. Mais là, je parle des mini et des micro-drones qui sont quand même la cible aujourd'hui. Tous nos clients nous contactent pour ce type de menace. Mais après, on peut aussi capter jusqu'à 1 kilomètre des plus gros drones. En fait. Et là, alors, l'offre dont on parle, enfin, il y a une offre autour de ça, c'est Alarme, c'est ça? Oui, notre produit, c'est Alarme. D'accord. Voilà. Et du coup, vous adressez à des armées, scènes de défense, mais on peut imaginer aussi, je sais pas, pour protéger une centrale nucléaire. Tout à fait. Il y a 2 marchés. Il y a vraiment un marché militaire, mais il y a aussi un marché civil de sécurité. Donc, ça peut être des sites sensibles administratifs, ça peut être des centres pénitentiaires, donc là, c'est plutôt... oui, c'est vrai, je n'y pensais pas. Oui, des sites industriels. Voilà, ça, c'est les gros marchés civils, des zones portuaires, des choses comme ça. Et puis après, il y a tout le marché militaire. Vous, la particularité de MicroDB, c'est vraiment ça. C'est à la fois la technologie, la reconnaissance sonore, pouvoir éliminer tous les bruits, et puis l'IA qui va s'entraîner dessus. Exactement, c'est 2 briques. Donc, c'est à la fois les capteurs, et c'est à la fois la donnée que va renvoyer ces capteurs. L'interprétation de la donnée. Voilà. Et donc, l'avantage de ces systèmes aussi, c'est qu'on peut apprendre toute nouvelle menace.
voilà, on a appris d'autres bruits pour d'autres applications. D'accord. Et est-ce que l'humain a son rôle aussi à jouer? Est-ce qu'on peut dire, tiens, aujourd'hui, la force du vent, c'est tant, il y a un degré d'humidité de temps, et tout ça, et donc le bruit, du coup, l'IA va dire, oui, tiens, quand c'est comme ça, le bruit, il ressemble à ça. L'humain va jouer, dire, je suis dans un environnement très bruyant avec beaucoup de sources, donc il faut aller me chercher, parce que finalement, il y a une espèce de ranking des sources, il faut aller me chercher jusqu'à 20 sources. Parce que mon drone, c'est pas dans les 5 premières sources que je vais le trouver, en fait. Ça, c'est quand vous êtes plutôt dans des milieux urbains. Et en effet, on a fait des expériences. On peut être au-dessus d'un aéroport et la source avion ne va pas masquer le bruit de drone parce que nous, on va être capable d'aller vraiment extraire toutes les sources avec une bonne dynamique. C'est-à-dire que... Oui, pardon, je vous ai entendu. Non, mais je veux dire, une source qui... Enfin, ça ne parle pas toujours pour les gens qui ne sont pas du domaine, mais voilà, si vous pouvez avoir un gros écart rapport signal à bruit, donc on est plus performant que l'écoute humaine. Moi, ça m'arrive, cette ligne, je me dis, drone, en fait. Voilà, je ne l'entends pas, en fait. Est-ce que ça peut servir aussi sur le plan environnemental, là, des gens qui se plaignent des nuisances sonores, alors pour les drones en l'occurrence? Alors on a une grosse application sur laquelle on travaille en dehors de ce projet avec l'État, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le radar sonore. Oui. Donc c'est la même technologie, sauf que là la source on la connaît, elle passe sous nos systèmes en fait, et on vient juste la quantifier. Voilà. Mais on utilise aussi de l'intelligence artificielle, par exemple. On n'a pas envie de détecter les alarmes de tous les véhicules prioritaires. Donc, on a une intelligence artificielle. Donc, c'est les mêmes produits, si vous voulez. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, ils adressent différents domaines. Vous voyez, là, c'est très différent entre... Voilà. Oui, parce que j'imagine que comme on est dans cet univers, il y a beaucoup de réglementations sur alors ça va nous faire travailler, en effet, encore dans d'autres domaines, par exemple, sur des parcs éoliens. Vous avez un ensemble de parcs d'éoliennes. Eh bien, parfois, il y a une des éoliennes qui va se mettre à faire plus de bruit que les autres. Comment je peux la repérer? Voilà. Donc là, nos systèmes vont être intéressants, où je dois faire homologuer mon parc. Voilà, je veux quantifier chacune des éoliennes. Voilà, le système peut être intéressant, donc les domaines sont variés. Alors, MicroDB, donc je dis, c'est une filiale du groupe Evren. Dans ce groupe, il y a site ou Citech, je ne sais pas comment on dit. Ça dépend des gens. Voilà. Surveillance prédictive des sites, donc Vibratech, Cornis, MicroDB, Vibrateam. Il y a tout un tas de métiers. Il y a un enjeu aussi dont on parle ici tous les soirs, c'est les enjeux de souveraineté. Et vous, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché chez MicroDB? Oui, tout à fait. On a été racheté il y a peu de temps par cette ETI CITES. Voilà, on a fait ensemble le groupe Everen. Et donc, ils étaient sur la partie surveillance des infrastructures. Et en rachetant la partie du groupe Vibratech, on est aussi sur la surveillance des équipements. Donc, on peut avoir une offre plus complète grâce au groupe. Être plus fort aussi, parce qu'on travaille tous... Donc CITES, c'est beaucoup dans le nucléaire, le militaire, mais nous sommes aussi dans le militaire, donc ensemble, c'est contraignant quand même pour une ETI de travailler dans des domaines comme ça, avec des fortes contraintes de sécurité. Oui, puis en même temps, ça fait une sacrée expérience à toutes ces entreprises, des années et des années d'expérience dans le diagnostic. On a une ADN commune, en fait, de recherche, de développement, d'innovation dans la technologie pour améliorer... notre service et nos produits qu'on peut décliner à partir de notre savoir-faire. Bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Je vous remercie de m'avoir reçu. Vous êtes directrice générale de Vibratech, et donc là on parlait de MicroDB, qui est l'une des filiales du groupe Evren, dont Vibratech fait aussi partie. Et cette solution qui s'appelle Alarme, c'est une solution acoustique de détection, localisation de drones. Donc voilà, et on le voit bien, on n'est pas uniquement dans l'univers de la défense, on est aussi dans tout ce qui peut être le domaine de la sécurité, voire pourquoi pas de la partie environnementale. Merci d'être venu nous parler de tout cela. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, excellente soirée sur BFM Business. Et n'oubliez pas, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, venez nous faire des petites remarques sur les sujets que vous aimeriez que nous abordions ce soir. Et puis bien entendu, on se retrouve sur les replays, les podcasts. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.